Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique des Barbaries du 26 février donc 2021. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas mal, je vous remercie de me le demander. Alors, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a au programme de ce soir. Donc ce soir, émergence, nous allons revoir aussi un regard sur la semaine. Et puis nous finirons notre voyage dans la tête d'un nouveau néolibéral. Donc troisième partie de connaître son ennemi. Donc avec, pour finir, comme à l'accoutumée, un hommage à des victimes des barbaries. Voilà, donc le programme de ce soir. Alors, avant cela, pour méditer, vous savez que nous avons pour habitude, bonsoir, de regarder, d'observer et de méditer une maxime de Gaston Courtois. Le chef, signe sensible de l'autorité, est aussi celui de l'unité. En ordonnant, il coordonne. Il empêche un groupe de se désagréger, de se décomposer et de mourir. Voyez l'intérêt de la démarche justement d'une perspective, la 6ème République, qui en choque certains, dire mais comment est-ce qu'on peut espérer changer le système semi-monarchique que l'on a aujourd'hui en s'appuyant justement sur l'élection présidentielle. Eh bien c'est pour cette raison précise. C'est parce que le chef, certes il est le signe de l'autorité, mais il est aussi celui de l'unité. Et sans cela, eh bien toutes les énergies se dispersent dans toutes les directions. Ah, donc, il permet la réussite du projet. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le moyen pour y parvenir. J'invite tous ceux qui regardent cette émission et qui sont intéressés par l'initiative et pour changer le système, à bien méditer cette maxime qui traverse les temps. C'est vraiment s'appuyer dans l'histoire et dans les temps et dans l'expérience du passé, c'est vraiment important, puisque c'est ce qui montre la voie, en suivant des voies qui ont déjà été parcourues par des personnes dans le passé. Donc voilà pour cette maxime qui vraiment, dans notre cas, où on cherche vraiment des alternatives, des solutions, eh bien les solutions, il faut les chercher pour l'avenir, mais il faut aussi s'inspirer du passé. Et là, nous avons une inspiration des moyens de réussir. Alors, une chose importante, bon, ça a fait l'objet des mercredis de l'espoir de mercredi dernier,
nous lançons, ça y est, la participation à la consultation sur le plan d'urgence. Alors, le plan d'urgence, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une dizaine de mesures à mettre en œuvre juste après l'élection du candidat présenté par une perspective de la 6e République, dans l'intervalle de la mise en place de la Constitution. Puisque la Constitution, ça va prendre un certain temps pour se mettre en place, eh bien, là, le plan d'urgence est là justement pour répondre aux besoins, aux attentes des Français à prendre dans les toutes premières semaines de la mise en place de notre candidat à la présidentielle. Donc voilà le but de ça, répondre justement à l'urgence. Donc la consultation citoyenne pour participer, pour choisir les mesures d'urgence est ouverte depuis cette semaine, depuis 2 jours. Donc nous invitons à y participer. L'adresse internet s'affiche en haut, elle sera sur le site. Il y a des liens sur le site, c'est très facile à trouver, mais il y a aussi le lien direct que vous voyez là ici. Donc nous invitons à y participer massivement. Il faut être inscrit sur le site, pour garantir justement le fait que on ne puisse pas voter 2 fois, ça c'est quand même assez important. Donc pour que le vote, pour que la consultation ait une certaine pertinence, c'est nécessaire de s'inscrire sur le site, bien évidemment. Mais c'est juste un pseudo, un mail, et voilà, c'est assez simple. Voilà pour cette première chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Deuxième chose, émergence, de la même façon, pour en savoir plus, pour vraiment connaître toute la démarche et en quoi une perspective de la 6e République, c'est vraiment le moyen de réorienter la démocratie, d'échapper à la barbarie et d'ouvrir vraiment un avenir bonifié pour la France, eh bien, c'est expliqué dans les manifestes émergence que je vous invite à lire, à partager. Donc le manifeste central, je dirais, le émergence idéologique, le spirituel qui est en cours de finalisation. Voilà. Donc ça, c'est important dans la démarche. Alors, regard sur la semaine. La pandémie Covid-19, c'est inévitable, c'est la barbarie, je dirais, qui est là et qui montre bien qu'on a bien basculé dans un autre monde, que c'est indéniable et qu'une perspective de la 6e République raconte pas de bêtises, mais regarde vraiment la réalité en face, mais dans sa globalité, pas simplement un truc, puis un autre, non, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié à ce monde néolibéral, à cette mondialisation. Donc là, ça c'est la létalité, c'est-à-dire c'est le nombre de morts par le nombre de gens qui ont été atteints, et la létalité à ce stade, elle se stabilise, on voit qu'elle suivait une courbe, là, une décroissance comme ça, là, cette courbe-ci, là, qui allait vers 1,5%, quelque chose comme ça, au final. Ouais, on a vu qu'il y a eu un décrochage à un moment donné, une correction, et depuis, on est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on est sur un plateau, mais qui est un plateau à un très haut niveau, puisque elle est stabilisée actuellement à 3,8%. C'est-à-dire que sur 1000 personnes, il y en a 38 qui décèdent. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Alors, la correction qui est là, moi je pense que c'est dû au fait, à la prise en compte des Covid longs, comme j'avais expliqué. C'est en fait, il y en a qui ont des Covid longs, et donc du coup, qui étaient comptés comme guéris, mais qui ne le sont pas, en réalité. Parce que là, la létalité, c'est une fois que c'est terminé. Une fois soit on est sorti, on est guéri, soit on est décédé, quoi. Et les Covid longs, on est dans un état intermédiaire. On est toujours compté dans les cas actifs. Donc forcément, ça diminue, ça explique le décrochage qui est intervenu à un moment donné. Mais depuis ce décrochage, on est sur un plateau à 38 pour 1000. Donc c'est quand même pas... c'est beaucoup plus que même ce qui était initialement prévu. Envisagé, où on était plutôt autour de 2%. Donc voilà. Ça, c'était une information quand même assez intéressante. Bon, sinon, pour la France, on est sur les 7 derniers jours en nette baisse, à 2192 morts sur les 7 derniers jours. Par contre, on a passé le cap
des 85 000 morts cette semaine, hein, 85 734 décès depuis le début de cette pandémie. Et au niveau mondial, on a passé le cap des 2,5 millions morts au niveau mondial. Bon, voilà, on n'est pas, je crois que c'est aux États-Unis où ils ont dépassé le nombre de morts cumulés de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Il me semble que j'ai entendu ça. Et puis moi, le sentiment que j'ai, après, bon là, c'est vraiment qu'un sentiment, mais j'ai un sentiment qu'il y a une certaine résignation, un petit peu, parmi nos dirigeants, de dire, bon, on laisse aller, on laisse couler. J'ai l'impression qu'il y a une certaine... bon, ce qu'on voit dans les courbes, c'est un peu ça, c'est-à-dire, il y a une telle létalité, hein, et les courbes restent parallèles, mais on n'essaye pas de les casser plus, quoi. On gère pour pas engorger, mais c'est tout ce qu'on fait, quoi. On n'essaye pas de se dire on va essayer d'améliorer les traitements, par exemple. Voilà, bon, ça c'est un peu un sentiment. Voilà pour cet aspect-là. Un autre regard sur la semaine, bon, Biden, la guerre, maintenant je pense qu'on va pouvoir l'appeler comme ça directement, puisque hier, 26, enfin c'est même pas hier, c'est aujourd'hui, 26 février, John Kirby, donc le porte-parole du Pentagone, donc l'armée américaine, donc sur ordre du président Joe Biden, l'armée américaine a mené des frappes aériennes contre des structures utilisées par des milices soutenues par l'Iran dans l'est de la Syrie. Que fait les États-Unis en Syrie? On se demande franchement. Mais voilà, quoi. Donc le message va en guerre. Quand je parlais il y a quelques semaines après l'élection que Biden réintroduirait la guerre, eh bien on en a déjà un exemple puisqu'ils ont fait donc des frappes aériennes. Il a, qui plus est, annoncé qu'il allait rajouter des troupes supplémentaires de l'OTAN en Irak. Quand il parle l'OTAN est de retour, ça veut dire en fait une politique impérialiste, hein, c'est-à-dire avec des missiles, avec des gens qu'on va tuer dans ces pays-là. Donc une brigade supplémentaire en Irak. L'OTAN, je rappelle que la France fait partie de l'OTAN. C'est-à-dire quand lui dit ça, ça veut dire que la France, ça va nous coûter de l'argent. C'est nos soldats qui vont là-bas, et c'est notre réputation de pays qui est aussi mise en jeu. C'est pas juste une décision qui nous concerne pas. Si, on est impliqué dans ces choses. Et pareil avec l'Afghanistan, où là on est... En fait, l'engagement qu'il vient de prendre, c'est toujours avec l'OTAN, hein, puisque en Afghanistan, c'est l'OTAN qui intervient. C'est quelque chose qui est une organisation qui n'est pas du tout de l'ONU, justement. Il ne faut pas confondre l'OTAN et l'ONU. Hein, c'est pas du tout... Ils n'ont pas de mandat légal au niveau... Il n'y a aucune légalité à ces interventions. C'est purement des interventions impérialistes, hein, colonialistes, on pourrait dire, hein, comme à l'époque. Hein. On parle beaucoup de néocolonial, de colonies, etc., etc. Mais des colonies, c'est des choses d'aujourd'hui, c'est pas des choses d'hier. Mais c'est là où on entend, il y a un consensus pour pas en parler. Mais là, l'Afghanistan, on est parti dans la guerre éternelle. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais la France qui est engagée au Mali avec les 5 soldats qui étaient morts au tournant de 2021, autour du 1er janvier, voilà, on est aussi engagé dans une guerre sans fin. Je ne sais pas si clairement, c'est pas ça. Voilà dans quoi ces gens nous mènent. Continuons. Alors, un autre sujet. Alors, des nouvelles de l'islamo-gauchisme. Vous savez que c'est un sujet dont on parle de temps en temps. Alors, il y a une chose que j'ai notée cette semaine, c'est dans le magazine qui s'appelle déjà un magazine qui s'appelle Frustration Magazine, donc qui est un magazine plutôt, je dirais peut-être d'extrême gauche ou quelque chose comme ça. Et donc qui lui défend et dit que non, ça n'existe pas l'islamo-gauchisme, etc. Et au fond, quand on lit l'article, donc j'ai mis l'URL là-haut, hein, il n'y a aucune capacité à répondre sur le fond du sujet. Et ça, c'est assez troublant, justement, de lire cet article, parce qu'il y a une incapacité à répondre sur le fond de ce qui se passe, quoi, de ce que recouvre ce terme d'islamo-gauchiste. Alors,
Je dis pas qu'ils n'amènent pas quelques arguments, comme le judéo-bolchevisme à l'époque, etc., qui était pris dans les années 20-30. Mais voilà, on est plus dans la rhétorique que dans l'argumentation. Et alors, par contre, là, si vous voulez avoir de l'argumentation et vraiment du lourd, je dirais, sur ce qu'est la réalité de ce qu'est l'islamo-gauchisme, qui n'est pas une idéologie en tant que telle, hein, mais qui commence surtout par être une pratique. Hein, moi, qui est passé par ces côtés-là il y a bien longtemps maintenant. J'ai vu les débuts de ces choses-là, justement, de ces pratiques. Donc là, vous avez par Pierre-André Taguieff, qui est l'inventeur du terme, en l'occurrence, bien, il y a une interview en 3 volets sur le site, disponible sur le site de Mariam. Je vous invite vraiment à le lire, parce que là il y a vraiment de quoi comprendre ce que c'est, hein, et en quoi c'est intéressant. En revanche, bon, il y a Frédéric Vidal qui dépend du ministère de l'Éducation et qui est responsable, je crois, de l'éducation supérieure. Donc, plutôt que de déclencher une inspection des services, qu'elle a le droit de faire, même c'est son devoir de faire si elle constate que ce qui est dispensé dans les universités est mal orienté et n'est pas scientifique, surtout, quelque part, où il y a un biais, elle a le pouvoir d'inspecter, de déclencher une inspection des services, plutôt qu'une investigation scientifique, entre guillemets, par le CNRS. Et là, je vous invite à lire le blog de Descartes, là, que j'ai mis également en haut, qui explique ça, qu'en fait, c'est pas la bonne méthode pour observer et pour combattre cette dérive. Une dérive dans tous les domaines, d'ailleurs, hein. Tous ces liens seront sur le site, évidemment. Donc, sinon, si vous voulez aller plus loin sur l'islamo-gauchisme, j'ai consacré une émission vraiment à ce sujet-là, une chronique des barbaries, celle du 30 octobre. Je vous y renvoie. Il y a toute une première partie sur la barbarie islamiste, hein, et donc qui s'approfondit, et donc qui était là-dessus. Et à un moment donné, je traite plus particulièrement justement de l'islamo-gauchisme et de ce que ça recouvre comme phénomène. Autre phénomène, c'est les manifestations à Catalogne, et il y a plus que sur le fond, etc., sur lequel je ne me prononce pas, je ne connais pas suffisamment le sujet. C'est quand j'ai vu cette banderole que ça m'a interpellé sur les manifestations en Catalogne et ailleurs en Espagne, je crois, mais principalement en Catalogne, visiblement, suite à l'arrestation du rappeur qui s'appelle Pablo Hasél. Bon. Mais ce qui m'intéresse plus, bon, après vous pourrez voir aussi pourquoi il y a ça, etc. Mais ce qui est écrit sur cette banderole, c'est « Vous nous avez appris qu'être pacifique est inutile ». Quand il y a ce genre de banderole qui commence à circuler, ça c'est grave. Parce que la violence est une gangrène. Et c'est une gangrène de la cause qui est suivie. C'est-à-dire que, on l'a bien vu pour les Gilets jaunes, dès qu'il y a eu de la violence, eh bien ça y est, ça a discrédité le mouvement, ça l'a affaibli de l'intérieur, parce qu'il y a plein de gens qui disent « mais moi je veux pas de trucs de violence », donc ça a affaibli en intérieur et à l'extérieur le mouvement. Donc la violence, mais non, quoi. C'est-à-dire, ils disent être pacifique est inutile, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où il y a eu des réformes et des changements profonds. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Amérique latine, notamment, hein, dans ces dernières années, où il y a plein de mouvements qui sont changés, où il y a eu des changements par la voie des élections. Donc, tout ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et les endroits où on a fait des changements par les armes, bien souvent, ça donne des mauvais résultats. On peut penser, bon, évidemment, à la Palestine, mais c'est peut-être presque une caricature, mais il y a plein d'endroits où ça donne de mauvais résultats, parce que ça pourrit, y compris les mouvements internes. Donc, la violence, bon, après on peut repartir de l'autre côté de l'échiquier politique avec les fascistes, etc. Dès que vous mettez la violence au cœur de votre action, vous gangrénez tout et c'est mauvais. Donc,
Mieux vaut ne... alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le recours à la violence. Parce que si vous l'excluez complètement, bah, l'autre, il le sait en face et il sait que vous ne... Mais il faut le faire avec parcimonie, au bon moment, pour, en fait, mettre le petit coup d'estocade qui va faire que les choses peuvent avancer, peuvent basculer. Mais voilà, c'est tout. Parce que vous avez la masse derrière vous. Et cette masse qui est derrière vous, qui vous suit, c'est pour ça qu'un PCCR veut rassembler le peuple français. Parce que vous ne ferez pas évoluer les choses à contrario de la volonté populaire. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est des aspects, c'est des démarches complètement minoritaires qui ne donneront jamais rien, sinon du mauvais. Donc c'est ça que je voulais... c'est de ça dont je voulais parler ce soir. Avant de passer au sujet principal, je vous rappelle également que si vous voulez participer, eh bien, il y a les mini-cartes 1P6R que vous pouvez commander et diffuser autour de vous. Donc c'est très simple, hein, c'est des cartes toutes petites, c'est des cartes de visite, hein, au format carte de visite comme ça. Et eh bien, vous en commandez, c'est pas cher, c'est 6,50 € pour les 100 cartes. Et ben vous en distribuez autour de vous. Et comme ça, les gens, ils peuvent dire, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est? Et ils peuvent aller consulter le site et avoir l'information en direct. Donc ça, c'est simple, c'est facile, c'est sans risque. C'est déjà un point de départ si on veut être un citoyen volontaire et faire un petit peu changer la trajectoire dans laquelle nous sommes engagés. Voilà. Alors, troisième partie donc du voyage dans la tête d'un néolibéral, donc dans l'optique de connaître son ennemi. Ce soir, c'est le dernier volet de cette série. Donc, quoi faire et comment, hein? L'idée, c'est de répondre à cette question-là. On a fait un petit peu un état des lieux. On va continuer encore sur l'état des lieux. On va finir. Puis on va voir un petit peu quoi faire et tirer les conclusions de ce qu'on a déjà vu dans les deux premières parties. On va essayer d'illustrer que ce sont eux les barbares, hein, parce qu'ils sont très forts pour jeter l'anathème et stigmatiser les autres, mais en réalité ce sont eux les barbares. Et on voit bien dans toute la trajectoire dans laquelle ils nous emmènent. Et l'idée, justement, pourquoi et comment faire, c'est de porter en fait le fer rouge, au cœur de leur idéologie. C'est comme ça qu'on combat c'est comme avec les islamistes. On ne combattra pas les islamistes uniquement avec des fusils, des bombes et des choses comme ça. Non. La bonne façon de combattre une idéologie, c'est par une autre idéologie. Et c'est bien ce à quoi s'emploie une perspective de la 6ème République, c'est d'élaborer un corpus idéologique dans tous les domaines, hein, comme on l'a dit, pour justement contrer ces idéologies délétères, mortifères, barbares. Alors, déjà, repasser dans le cadre, hein, en recitant de nouveau Lao Tzu, pourquoi connaître son ennemi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand malheur que de sous-estimer ton ennemi. Sous-estimer ton ennemi revient à penser qu'il est mauvais. Tu détruis ainsi tes 3 trésors et deviens toi-même un ennemi. Voilà pourquoi c'est important d'essayer de se mettre dans la tête de ces gens-là et d'essayer de comprendre, et ça je vous y invite. Alors je ne sais pas si j'aurais réussi complètement à la fin de cette série, mais vraiment je vous invite à être là-dedans et d'essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête pour justement les contrer et de dire, mais attendez, vous nous emmenez dans la barbarie, il faut arrêter. Nous, on vous propose un autre chemin, et de trouver les arguments qui vont porter dans leur façon de raisonner. Et donc, rappel sur les 3 trésors, c'est la simplicité, la patience et la miséricorde. Nous y reviendrons. Alors, donc un constat déjà, un constat un peu troublant, c'est qu'en fait on a du mal à distinguer le néolibéral,
en disant le néolibéral au sens économique, si vous voulez, ou Madelin, par exemple, ou ce genre-là, je dirais, le corps néolibéral, je dirais historique, si on peut dire, mais c'est même pas historique, enfin voilà, qui est plutôt économique, on va dire, de la gauche intellectuelle et bourgeoise. Et ça, c'est un constat qu'on fait. Et il n'y a pas que moi qui est troublé par ça, parce qu'on va le voir dans l'émission que je suggérais, que je vous suggérais déjà à la fin de la partie précédente, c'est qu'en fait, ils font la confusion, mais cette confusion, elle ne vient pas de nulle part. Il faut bien comprendre. Hein. C'est que cette idéologie, en fait, ce constat, c'est que c'est elle qui est devenue, en fait, la nouvelle pensée dominante. Et en fait, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient justement de la conjonction libérale-libertaire dans la mouvance de mai 68, donc libéral au sens économique et libertaire au sens politique, c'est-à-dire débordement par la droite et par la gauche, quelque part, des forces politiques installées à l'époque. Et donc, il y a des forces intellectuelles également. Et donc, cette conjonction entre le centre-droit, quelque part, et le centre-gauche, eh bien, on le retrouve là. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à les dissocier vraiment au niveau idéologique. Et donc, la confusion, en fait, c'est pas nous qui la faisons en tant qu'observateurs, c'est en fait, on l'observe. Et son origine, elle vient justement du libéralisme libertaire, concept de Michel Clouscar, évidemment, hein, qui est un de nos maîtres à penser. Donc, tout ça vient de là. Donc, tout s'explique, si vous voulez. Hein. Donc, nous, on a une explication du monde et on a une explication cohérente du monde et qui remonte juste à partir de ce moment-là, notamment. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, ça montre, ça, c'est aussi quelque chose, du coup, qui met mal à l'aise aussi bien à droite qu'à gauche. Parce qu'un néolibéral, il est contre le libéralisme libertaire. On va voir, par exemple, quelqu'un comme Charles Gave, dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, c'est un libéral, c'est des libéraux pur crus. Et, en même temps, il voit bien que ce néolibéralisme, dans la réalité, dans son déploiement d'aujourd'hui, il rentre en contradiction avec ce qu'il pense. Vous voyez, et donc, il est mal à l'aise. À gauche, ça va être un peu la même chose, puisque vous allez avoir des gens qui vont défendre des idées de gauche, peut-être défendre des ouvriers, des salariés, et puis ils vont se dire, mais je vais me retrouver à appeler à voter Biden. On a vu ce qu'il fait, ce gars-là, quoi. Hein, Biden, ou Obama, ou Jadot en France, ou de ce genre de loustique, quoi. Donc, vous voyez, c'est des gens on se retrouve mal à l'aise. Et ça vient de là. Et ce qui conduit à des schizophrénies, c'est-à-dire des injonctions contradictoires où je veux faire en même temps blanc et noir, mais sauf que blanc et noir, on ne peut pas le faire en même temps. C'est impossible. Dans ces cas-là, c'est antagoniste. Et on a plein d'exemples comme ça. Énormément. Donc, tant à droite qu'à gauche, mais y compris dans ce centre néolibéral où on voit souvent Macron, justement, pris entre ces injonctions contradictoires, entre je veux plus d'État, mais je veux plus d'Europe, je veux plus de nations, mais je promeus la Commission européenne. Voilà. C'est typiquement ce genre de schizophrénie. Pour le centre, c'est vraiment typique, mais on le retrouve, c'est plus large que ça, en définitive. Et donc, en fait, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, la 3/4 des gens sont perdus idéologiquement, ils ne comprennent plus la société dans laquelle ils évoluent. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, le fait, on entend dans les médias, etc., où souvent on va sous-estimer les crimes, les incivilités, la propagande islamiste, des choses comme ça. Hein. Et donc, après, alors je veux dire, on se ment soi-même. On a une croyance que la société, elle est vraiment solide, immuable, etc. Ce qui est faux. La société, elle se renouvelle en permanence. Il n'y a pas de génération spontanée. On voit bien dans la chute du niveau scolaire que si on fait n'importe quoi, bah, ça donne n'importe quoi. N'importe quoi en entrée donne n'importe quoi en sortie. Hein, c'est obligé. Hein. Et donc, la gauche, ils ont un refus de ça, donc de voir la propagande islamiste, de voir les crimes, les incivilités, la déliquescence de la société, quelque part, des fondamentaux de la société, justement. Parce qu'ils disent, ah ben ça c'est de l'idéologie bourgeoise qui vient de droite. La droite, elle se dit, moi, tant que je continue à faire du fric, bah ça va.
hein. Donc continuons à piller la société, elle sera toujours assez solide pour s'en sortir. Sauf que ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que ça c'est faux. Enfin, on voit bien qu'on arrive au bout de cette logique. On voit bien que ça amène à la barbarie. Et l'alternative, justement, qui est connue quand même depuis longtemps entre barbarie ou socialisme, hein, c'est socialisme ou barbarie, le socialisme, voilà, il est barré. Qu'est-ce qui reste? Il reste que la barbarie. Et là, on est dans cette situation. Voilà la situation actuelle. Si on n'a pas cette compréhension idéologique, on ne comprend absolument rien au monde d'aujourd'hui. Rien. Et voilà, si vous avez là, en cette page-là, tout est dit. Tout est dit. Et c'est pour ça, toute l'initiative, une perspective, la 6ème République, se base là-dessus. Hein, en se disant, voilà, eh bien, on va essayer de trouver une autre voie, une 3e voie, vraiment, justement, qu'il soit le socialisme, il est disqualifié, et qui échappe à la barbarie. Toute l'initiative, une perspective de la 6ème République est là, dans cette compréhension idéologique et dans cet autre chemin que nous sommes en train de tracer. Et qui sont notamment dans les manifestes. Alors, je vous avais invité notamment, donc, par rapport à cette nouvelle idéologie dominante, donc à visionner cette excellente émission de l'Institut des Libertés donc de Charles Gave, qui a invité Mathieu Bock-Côté, donc qui est un intellectuel québécois. Donc ils font une analyse justement, un peu la même émission que je fais là, hein, sur l'idéologie néolibérale. Et aussi, ils font le complément, justement, avec l'idéologie de gauche, en fait, hein, parce que c'est celle qui est devenue dominante aujourd'hui, en définitive. Enfin, entre guillemets, de gauche, je dirais. Pour moi, je sais pas ça, mais bon, bref. Parce que, donc là, eux, ce qu'ils disent, hein, j'ai fait un petit résumé là, hein, donc, suite à l'échec communiste, à l'échec socialiste, c'est complètement en ligne avec ce que je disais précédemment, ils ont rejeté, les intellectuels ont rejeté la classe ouvrière, et donc ils se disent, bon, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, ils ont constaté qu'il y avait plein de minorités diverses, quitte à en inventer, hein, dans la promotion des transgressions libérales libertaires, c'est aussi inventer des nouvelles minorités. Hein. Et de se dire, après, on va essayer de fédérer ces minorités pour, justement, avoir un substitut à la classe ouvrière qui était normalement la classe révolutionnaire. Sauf que ça n'a aucun sens si vous prenez un petit peu de marxisme. Pourquoi c'était la classe ouvrière, le prolétariat? Parce qu'il y a une dimension, c'est toute une pensée du matérialisme historique, il y a une profondeur idéologique, alors que là il n'y a aucune profondeur idéologique, c'est juste comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour être dans l'opposition, se distinguer, etc., si vous voulez. C'est juste ça, quoi. On n'est plus du tout dans la dimension philosophique marxiste. C'est de la philosophie de pacotille, quoi. Et donc, du coup, si on essaye de fédérer ces minorités, c'est ce qu'on constate avec les Black Lives Matter, etc., c'est tout ça, hein, tous ces phénomènes-là, ça vient de là. Et du coup, la démocratie, qui est la dictature, entre guillemets, de la majorité, eh bien, ça leur pose problème. La démocratie leur pose problème à ces gens-là. Et c'est aussi ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'il faut bâillonner la majorité. Il faut déplacer la souveraineté du peuple, donc par les élections, par une souveraineté qui sera exercée par les tribunaux, par du droit, simplement. Donc par des choses écrites, par du papier, en définitive. C'est un nouveau dogme, quelque part. C'est presque une nouvelle religion. On pourrait même aller jusque-là. Et donc, il faut détruire la majorité, et il faut détruire les peuples. Et c'est bien très exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils cherchent, c'est à créer un homme nouveau, acculturé, qui n'ait plus de culture, qui ait une culture, ce qu'ils appellent la culture mondialisée. C'est-à-dire que le type, il est de nulle part, la femme, elle est de nulle part, elle est rien. Et cette notion d'homme nouveau, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Dès que vous entendez homme nouveau, il faut avoir une alerte, parce que cet homme nouveau, c'est le point de départ de tout totalitarisme. Le fascisme d'extrême droite, il cherchait l'homme nouveau, c'était ce qu'il voulait construire. Si vous relisez Nietzsche, tout ça, c'est ça, c'est créer un homme nouveau, un super-homme, etc. Et on ne peut pas dire que Nietzsche ne soit pour rien non plus, ne soit pas en corrélé au fascisme. Hein. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Mais
dans le communisme, il y avait aussi cet homme nouveau qui était le prolétarien, qu'il fallait éduquer, etc., et qui allait devenir l'homme modèle. Il y a aussi cette notion d'homme nouveau, quelque part. Et donc, ça, c'est le point de départ de tous les totalitarismes. Et c'est bien ce qu'on constate aujourd'hui. On a un totalitarisme qui est en train de se mettre en place. Qui est une barbarie de manière tout à fait évidente. Ce qui n'est pas une barbarie, c'est quoi? C'est tout le contraire. Et c'est ce que propose justement, et à un degré plus élevé, une perspective de la 6ème République. C'est d'aller vers l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire un véritable humanisme. Un retour justement à l'humanisme, au droit naturel, et même de dépasser le droit naturel proposé par les Jean-Jacques Rousseau notamment, et tous les penseurs de cette époque des Lumières, donc à des nouvelles Lumières. Voilà ce que c'est qu'une perspective de la 6ème République. Vous voyez qu'on répond au niveau idéologique, hein. On n'est pas à un niveau bas de gamme. Bref. Poursuivons. Donc ils disent il faut, hein, donc dans cet entretien, Charles Gave et Bock-Côté dit également qu'il procède par un conditionnement des intellectuels, et ce conditionnement des intellectuels passe par un nouveau langage. Vous avez remarqué tous ces nouveaux mots qu'ils essayent de nous imposer, l'écriture inclusive et tout ce nouveau langage. Et en fait, ce nouveau langage il est très intéressant, comme dans 1984, c'est pour repérer les dissidents. Donc ça, c'est très important, hein, pour bien les repérer. Les fossiles, bon, ceux dont on se fiche un peu, même s'ils restent comme ça, mais c'est pas grave, de toute façon, ils sont pas dangereux. Et ceux qui suivent bien l'idéologie, qui sont bien dans la ligne du parti, comme on aurait dit dans le passé. Et s'ils sont dangereux, ceux qui sont les dissidents, à partir de ce moment-là, il faut les traiter de haineux. Hein. Donc il faut mettre le stigmatisme, vous mettez haineux, qui est un mot qui... Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Hein. Vous lui dites extrême droite, etc., etc. C'est suffit. Voilà, il faut absolument le cornériser, lui mettre une étoile jaune dessus, hein, pour « faut plus lui parler », etc., etc. Voilà. Ça, c'est vraiment le moyen de créer une mort sociale. Puisque maintenant, il suffit d'accuser quelqu'un pour qu'il n'ait plus de travail, il soit viré de son travail, enfin on voit avec les acteurs et tous ces gens-là, il suffit qu'il soit accusé de quelque chose, d'ailleurs pas jugé, hein, il y a quand même ce qu'on appelle la présomption d'innocence, c'est pas pour rien, eh bien il y a quand même la mort sociale qui se met en place. Et ça, cette mort sociale, on la voit dans les médias pour les personnes célèbres, mais l'idée c'est que ça se diffuse dans la société. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas... Voilà, si vous ne pensez pas comme ça et si vous ne vous exprimez pas comme ça, mais vous ne pourrez plus vous exprimer. Enfin, moi, j'ai expérimenté dans ma dernière période professionnelle. Hein, voilà. Et pareil aussi sur des aspects sanitaires qui se sont développés avec le Covid, etc., etc. Voilà le totalitarisme. Voilà la barbarie. Ce sont eux les barbares. Quand ils vous traitent de haineux, ce sont eux les haineux. Vraiment, ce sont eux les haineux. Vous regardez le lynchage que subit, notamment, c'est un exemple, Tatiana Ventose. C'est eux qui ont de la haine pour Tatiana Ventose. Elle, vous regardez cette fille, elle n'a aucune haine en elle. Aucune. Aucune. Et elle va être traitée de haineuse. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Ce sont vraiment des néofascistes. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des néofascistes. Ce sont eux les néofascistes. Enfin, c'est tellement, ça se voit tellement comme le nez au milieu du visage. Mais bon, il faut quand même le démontrer. Et creuser, et combattre. Et pour combattre, il faut comprendre son ennemi. C'est indispensable. Ne soyons pas paresseux. Et donc, par cette partition du langage, donc des gens qui ne parlent plus la même langue que l'autre, donc ça va jusqu'au français, hein, où on ne parle plus le français, il y a des gens qui ne parlent qu'anglais, hein, on ne veut plus parler français, c'est pas propre, voilà. C'est dépassé, c'est nier complètement la culture, nier aussi la réalité des faits, c'est-à-dire ne pas ne pas réussir à se mettre d'accord sur les faits, hein, sur la réalité, simplement des faits, hein, telle personne a été tuée par tel migrant, par exemple, hein, ben à partir du moment où on n'arrive plus à se mettre d'accord sur ça, c'est un fait, voilà, c'est le réel, bien à partir de là, on ne peut plus faire société.
Vous êtes systématiquement, vous ne pouvez plus être dans le débat, vous ne pouvez plus être dans la confrontation des idées, vous ne faites plus société. Parlez pas la même langue, vous ne partagez pas les mêmes mots, et vous n'êtes pas d'accord sur les faits. Comment vous voulez faire société? Et ça, ne plus faire société, mais ça conduit directement à la barbarie. Forcément, vous allez finir par une guerre civile, par des affrontements qui vont devenir physiques, parce que vous ne comprenez plus. Quand vous n'arrivez plus à comprendre, quand vous n'arrivez plus à vous exprimer, les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, voilà, c'est la confrontation violente qui vient tout de suite. Et quelque part, ça fait presque écho également à ce que je disais tout à l'heure sur, vous avez montré que les voies pacifiques sont... vous voyez, on est déjà dans cette démarche-là de violence. On parle plus, on tape. C'est grave, vous voyez en quoi ça nous mène à la barbarie et en quoi ce sont eux les barbares. Ce sont eux les barbares. Et quand ils parlent de violence légitime ou de choses comme ça, ou des manifestants qui disent bah, la seule façon c'est la violence, voilà, c'est les deux blocs qui se mettent en place pour la barbarie. Et nous aurons ces deux blocs en face. Nous avons ces deux blocs en face de nous. Alors, pour aller au-delà de cette émission, il y a aussi un certain nombre d'erreurs politiques qui font ces gens. Et l'erreur numéro 1, enfin c'est une erreur qui est volontaire, mais je pense qu'il y en a qui le croient quand même, donc c'est important de le comprendre, c'est de croire que la politique est une science. La politique n'est pas une science. C'est comme la médecine. La médecine n'est pas une science. La politique, comme la médecine, c'est une pratique. Et dans la politique, c'est la pratique du peuple, de la masse, qui est en jeu. C'est comment est-ce qu'on fait travailler les gens ensemble et qu'on fait adopter des politiques ensemble à toute une population. La médecine, c'est une pratique par rapport à ses patients. La recherche scientifique est une science, mais la médecine est une pratique. Ça, c'est très important de bien savoir faire la différence. Et donc, quand on vous parle au nom de la science, il faut faire ça, c'est prouvé en politique, c'est un pipeau intégral. C'est faux, parce que c'est une erreur, déjà, de base. C'est-à-dire, on confond deux choses qui sont très différentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science politique, mais c'est science politique, c'est pas politique. Et donc, pourquoi ? Parce que ce qui compte dans une politique, c'est qu'elle soit acceptée par le peuple. Si vous voulez faire quelque chose qui est désagréable, ça peut arriver, on le voit suffisamment aujourd'hui, les confinements et tout ça, il faut qu'il y ait une acceptabilité du peuple, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez légitime, il faut que vous expliquiez, que vous ayez des raisons valables, etc. etc. Ça, c'est pas scientifique, ça. Ça, c'est une pratique de la politique. Et un qui dirait ça, un autre qui dirait la même chose, n'arriverait pas à ses fins, parce qu'on ne ferait pas confiance à telle personne qu'on ferait confiance à telle autre. Si c'était une science, ça ne dépendrait pas de l'expérimentateur. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que quand ils mettent la science a raison, ça c'était dans la première émission, il faut respecter la science, etc., c'est de vous faire croire que la politique, c'est une approche scientifique. Non. Parce que ça va vous faire croire qu'il n'y a qu'une seule solution. Mais même dans les domaines, alors pas scientifiques, mais dans les domaines techniques, alors on est déjà plus proche de la pratique, il y a rarement une seule solution. Souvent, il y en a 1000 des solutions. Il n'y en a pas une. Donc ça, c'est vraiment, on vous vend du mensonge. Ça, c'est très, très important. Et c'est important de déconstruire ça et de l'avoir bien en tête. Quand on a ce genre d'argument, c'est la science. En fait, c'est une instrumentalisation de la science. Parce que la science, elle est censée justement être l'émanation de la vérité, l'émanation de ce qui a été expérimenté, vérifié, validé par des gens, etc., par un consensus scientifique. Et bien, c'est complètement faux, puisque aujourd'hui, le libéralisme, il a montré N fois ses limites, mais j'ai mis N parce que je ne sais même pas le compter, enfin, c'est des dizaines de fois. Les plus grosses fois, c'était 1929, mais il y a eu des crises avant, et on a des crises après, et on continue d'en avoir. Enfin, les limites, alors nous dire que l'économie de marché, c'est l'alpha et l'oméga de tout, enfin, c'est juste un non-sens. C'est juste pas du tout une vérité scientifique, quoi. Ça c'est sûr. Et les experts, alors, comment n'ont-ils pas anticipé cette pandémie ? Ils auraient pu anticiper cette pandémie, les experts. Alors qu'on le savait, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on se doutait, moi j'ai ma médecin généraliste, il y a 40 ans maintenant, qui me disait,
on sait qu'un jour, il y aura une épidémie, et c'est ce qu'on redoute. Voilà. Une généraliste, elle le savait, parce que bon, ils sont dans les réseaux de santé, etc. Et nos experts, ils n'ont pas anticipé, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien du tout. Des trucs, des lits de réanimation insuffisants, etc. Alors les experts, ces fameux experts qui sont scientifiques, qui sont si forts que ça, donc ils n'ont même pas été capables d'anticiper la pandémie. En fait, c'est pas ça. Ce que c'est une manière en fait de faire la police de la pensée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de penser autrement, puisque c'est la science qui vous le dit. Sauf que ce qu'ils disent, ce n'est pas la science. Ça n'a rien à voir avec la science, c'est une pratique. Et donc une pratique, ça n'a rien à voir avec la science. Alors, pareil, il y a aussi une instrumentalisation de la technique. Là, où on est censé pouvoir tout faire. Hein, aujourd'hui, on croit qu'on a un sentiment de puissance. Enfin, dans les années 2000, c'était très évident, mais même avant l'an 2000, déjà quand on était dans l'an 2000, on s'est dit, quand on est né comme moi dans les années 60, l'an 2000, on pensait qu'on allait avoir des choses extraordinaires. Déjà, quand on a vécu l'an 2000, on se dit, par rapport à ce qu'ils prévoyaient dans les années 60, c'était beaucoup moins bien. Hein. Mais alors là, plus ça va, moins on a le sentiment de puissance, parce que un malheureux microbe fout tout par terre. Quoi. Et puis bon, sans parler du réchauffement climatique, etc. etc. Quoi. Donc cette puissance, elle est fausse. Il n'y a pas de sentiment de puissance, on ne peut pas dépasser notre nature. C'est complètement faux. C'est aussi les échecs des transhumanismes. Quand on voit toutes les chirurgies esthétiques qui ne marchent pas, etc., etc., toutes les expérimentations qu'ils peuvent faire qui donnent des résultats catastrophiques, le Covid, bah voilà, hein, le réchauffement climatique, bah la technique, qu'est-ce qu'elle fait? Au contraire, c'est elle qui le produit. Mais les cyclones, les sécheresses, comment est-ce qu'on se prémunit par rapport à ça? On ne peut pas. On n'est même pas capable de gérer des inondations. Hein, vous regardez les journaux télévisés, vous avez des inondations décennales ou pluridécennales, quand même pas énorme, hein, ça revient quand même souvent. On n'est même pas capable de savoir les gérer. Les gens, ils se retrouvent inondés et tout ça. Je dis pas on saurait mieux faire. Mais voilà, c'est l'état de ce qu'on sait faire. On n'est pas des dieux. C'est simplement ça que je veux dire. On n'est pas des dieux. Et autre chose, les USA qui ont pu envoyer un homme sur la Lune il y a combien d'années maintenant? C'était en 69. Donc il y a 50 ans. C'est plus possible aujourd'hui. La France, qui savait construire des centrales nucléaires, qu'on a construit 60, une soixantaine, même plus si on compte les anciens réacteurs, on est incapable de construire un réacteur nucléaire aujourd'hui. Vous voyez le PR, la catastrophe économique que c'est. Ou un vaccin. La France, qui est incapable de sortir un vaccin pour le Covid, c'est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été incapable de faire ça. Voilà la réalité. Ça, c'est des faits. Alors, hein, la toute-puissance, l'instrumentalisation de la technique, tout ça parce qu'on a un portable. Pipeau, tout ça. Alors, autres aspects, il y a des aspects nihilistes. Hein. Il y a quand même une partie des gens qui ont un narcissisme et un nihilisme malsain, de se dire, on a été la génération qui a été la plus forte dans l'histoire, et on restera dans l'histoire, et après, justement, la fin du monde, c'est pas grave, puisque nous, notre génération, on aurait fait partie de celle qui a été au zénith. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment c'est dégueulasse quoi. Comme pensée, enfin, je trouve ça horrible. J'ai pas d'autres mots. Et en fait, c'est aussi il y a aussi un aspect, ça va souvent ensemble. Hein, c'est une haine de soi-même et une haine de l'homme blanc. Hein, alors qu'on est blanc, on est noir, on est ce qu'on est, quoi. Puis c'est tout. Voilà, c'est d'autres aspects. Puis cette schizophrénie hein, dont je parlais tout à l'heure, entre justement l'idéologie libérale-libertaire et le néolibéralisme dans sa pratique. C'est très exactement ce que je citais sur Macron, qui réclame plus de nations de l'autre côté et qui détruit la nation française de l'autre. Il est sans arrêt dans ses actions contradictoires. Il détruit en faisant le nouveau statut de l'Alsace qui devient une genre de région pseudo-européenne, là, donc décorrélée, déconnectée
ça prépare le séparatisme avec la France, donc la destruction de la nation, et en même temps on dit, ah ben non, il faut être des bons citoyens, etc., il ne faut pas faire de séparatisme, il faut bien être rigoureux dans les masques, etc., etc., oui. Ou pareil, Vidal, avec l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'il déteste les effets dont ils chérissent les causes. Hein. C'est pas de moi, mais voilà, ça c'est typiquement de la schizophrénie dans laquelle ils sont. Donc c'est aussi un signe, ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est quand la pratique et l'idéologie entrent en conflit, comme c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont en bout de course. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça peut nous donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'allant, parce qu'ils sont en bout de course. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne nous entraînent pas dans leur chute. Tout est là. Il faut qu'on construise un avenir, un espoir, qui fasse qu'ils ne nous entraînent pas dans leur chute. Mais eux, ils sont en bout de course. Parce que quand la théorie et la pratique, c'est ce qui s'est passé avec le marxisme aussi, hein, quand la théorie et la pratique n'arrivent pas à matcher, c'est que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer éternellement, ça. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Ça. Alors, comment combattre? On en arrive donc vraiment aux solutions, à comment combattre. Eh bien, je vous rappelle les 3 trésors que nous citait Lao Tzu tout à l'heure. Simplicité, patience, miséricorde. Alors, simplicité, d'abord. Repérer les interlocuteurs de bonne volonté et déjà discuter avec eux. Parce que déjà, il y a plein de gens qui refusent de discuter, donc ils sont enfermés dans leur coquille. Donc là, ça c'est plus difficile de discuter avec quelqu'un qui ne veut pas parler avec vous, c'est déjà très difficile. Donc là, essayez de discuter déjà avec les interlocuteurs de bonne volonté, qui eux peut-être auront l'oreille des autres, hein. Par capillarité, ça pourra peut-être se faire. Les repérer et déjà discuter avec eux, hein, des néolibéraux qui croient sincèrement, on va dire, quoi. Simplicité, ça veut dire aussi employer des mots usuels. Et surtout, ne pas employer les mots, la novlangue, les nouveaux mots, ou l'écriture inclusive, ou tous ces trucs-là, la nouvelle langue qu'ils veulent imposer. Surtout ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que ça véhicule l'idéologie qui va avec. Donc ça, c'est très important. Et des mots le plus simple possible. Bon, votre serviteur n'est pas forcément le plus doué là-dedans, mais il essaye. En tout cas. Créer aussi des lieux d'échange, des lieux de rencontre conviviaux et ouverts à tous. C'est ce que nous essayons de faire avec les directs Agora, ouverts à tous. Tout le monde peut participer à ces réunions et on peut discuter et on élabore le projet ensemble, mais c'est ouvert à toute discussion. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment ça, pour que les gens parlent, se rencontrent. Hein. Parce que justement, là, on est dans l'isolement, dans la séparation, dans l'atomisation des gens, pour plus qu'ils parlent, pour plus qu'ils fassent collectif, justement. Donc ça, c'est vraiment un des moyens de combattre ça. Et puis, il faut aussi dire, je dirais leur dire, qu'ils n'ont pas à avoir peur du débat. S'ils sont sûrs de leur conviction et de leur bonne foi et de leur bon droit, et pourquoi ils auraient peur de débattre avec nous? Il n'y a aucune raison qu'ils aient peur de débattre. Pourquoi ils auraient peur? Il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi est-ce qu'ils auraient peur de leurs pensées profondes, celles qu'ils occultent? Il ne faut pas croire, comme on a vu, il y a une schizophrénie, ils voient bien que ça ne va pas. Mais au fond d'eux-mêmes, ces gens-là, ils le savent très bien. Et dès que c'est ce qu'on avait montré dans d'autres émissions, et ça c'est très efficace, hein, c'est de dire, mais toi, ces pensées-là, tu n'y penses jamais? Quand je dis, par exemple, prends un exemple, par rapport à l'islam, vous ne faites attention à ce que vous dites? Vraiment jamais? Eh bien, ces pensées-là, eh bien, plutôt que de les occulter, dites-leur, laissez-les s'exprimer. Tu n'as pas à avoir peur de tes propres idées qui te viennent de ton être intérieur. Sinon, c'est que tu te mens à toi-même en permanence. Vous voyez, ça c'est une arme. Croyez-moi, ça c'est c'est la plus efficace. Alors, simplicité toujours, eh bien, on peut aussi partir des conclusions de ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Donc, déjà, partir des faits et
revenir toujours aux faits, ramener au réel, ramener au réel, ramener au fait réel, en disant, oui, mais d'accord, mais ce fait-là, il existe, ce fait-là, il existe, vous voyez. Et ne pas, parce qu'ils sont dans la négation ou dans la transformation des faits, ramener au réel. Ça, c'est très simple, et ça, c'est très efficace également. Questionner la compétence des experts, parce qu'on vous met en avant tel expert ou tel autre expert, mais est-ce que réellement c'est un vrai expert? Est-ce que quel est son cursus? Ou est-ce que il passe juste à la télé parce que il dit ce que la doxa veut que l'on dise? Donc questionner, puis peut-être dire, allez voir d'autres experts, justement. Le succès de Didier Raoult montre bien, justement, que les gens, ils en ont marre de ces experts, ils veulent d'autres experts aussi. Hein, parce qu'il y a votre expert là, mais nous, on en a d'autres qui disent autrement. Donc, voilà. Après, il y a l'impérialisme. Ça, c'est un gros truc, hein, et notamment avec l'Europe, puissance, comme ça, on va pouvoir être plus fort par rapport aux autres, etc. Mais l'impérialisme, c'est forcément un écrasement. C'est des écrasements. Et c'est un écrasement notamment culturel. Et on le subit en France, notamment, par cette culture européenne, délitement, un écrasement de la démocratie, un écrasement de la langue française, une culture de la violence également. Les guerres, hein, on voit comme les interventions américaines partout, mais aussi l'écrasement par les embargos, par les boycotts, les blocus maritimes, enfin, c'est des sièges, hein, c'est qu'à l'époque on assiégeait les châteaux forts, maintenant on appelle ça embargo, mais c'est la même chose, hein. Ou sanctions contre des pays. Et ça veut dire quoi? Et tout ça, pourquoi? Et pour qui, surtout? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'impérialisme et pour qui? Est-ce que l'intérêt du peuple, même du peuple américain, on l'a bien vu quelque part au travers de Trump, qui disait, mais moi je veux arrêter de faire des guerres, vous m'emmerdez avec votre guerre à l'étranger. Et là, Biden, les premières choses qu'il fait, ça y est, hein, allez, on réactive l'OTAN et on bombarde à droite à gauche. C'est pas du tout un hasard, hein. Pas du tout un hasard, c'est vraiment le fond de leur politique. Et donc, c'est ça que vous voulez, vous, en tant que néolibéraux. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est ce qu'on veut être une puissance, on veut écraser les autres. Mais on peut vivre aussi en coopération. Et on voit bien que l'Angleterre, qui a repris son indépendance, elle s'en sort pas si mal que ça. Hein, pour prendre un pays comparable à la France, par exemple. Après, il y a un narcissisme, un sentiment de puissance qui est assez détestable quand même. Et je pense que ça, c'est bien aussi de ramener au réel. Nous ne sommes pas tout puissants, nous ne savons pas tout faire, il ne faut pas se prendre pour supérieur aux autres. Eux, c'est vraiment des racistes. Enfin, moi, franchement, profondément, c'est des gens d'un racisme absolu. C'est ces néolibéraux qui font la leçon. Moi qui ne suis pas raciste pour deux ronds, mais je le vois, je le sens. Parce que dès que vous pensez que vous êtes une élite, que vous êtes plus fort que les autres, forcément, si vous l'êtes par rapport déjà aux gens qui vous entourent, alors aux gens qui sont plus loin, on n'en parle pas, qui sont plus éloignés culturellement ou autres, laissez tomber, quoi. Donc là, c'est ramener au réel, ramener à la modestie. Hein, ramener à la modestie. Et puis l'individualisme, dernier point très important, hein, j'ai mes droits, moi je suis moi, avec tous les effets délétères pour la société et pour les individus qui vivent seuls, qui arrivent sans enfants, dans des vies où ils mangent que des trucs affreux, où ils préfèrent des animaux aux êtres humains. On est... Quelle société? Et quel bien-être? L'individualisme ne rend pas heureux. Alors, deuxième trésor, la patience. Cela prendra du temps. Oui, cela prendra du temps. Il faut s'inscrire dans le temps, il faut être patient, il faut être courageux. Courageux au sens de travailler inlassablement. Voilà. On s'inscrit, moi je m'inscris dans la durée. Alors c'est effectivement, là il y a une échéance avec l'élection présidentielle, mais il faut savoir qu'on est sur un chantier qui nous transcende, qui nous dépasse. Hein. C'est un projet qui dépasse nos existences. Là c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de transcendant. Donc ça nécessite du courage, mais y compris du courage physique, hein, puisque malheureusement les causes nécessitent
de s'engager moralement, physiquement. On voit qu'on peut être boycotté complètement moralement, on peut l'être aussi tapé physiquement, puisque c'est ce vers quoi nous allons, c'est une des dimensions évidemment de la barbarie. Eh bien, voilà, il faut en avoir le courage, il faut le savoir, et y être prêt, y être préparé. Donc ça fait partie de la patience, puis adresser également toutes les dimensions. C'est-à-dire que comme nous sommes face à une crise de civilisation, il y a les aspects politiques, idéologiques, hein, comme on en parle là, mais il y a les aspects aussi spirituels et sentimentaux qui sont importants. C'est tout l'ensemble de ces dimensions humaines qui feront que nous pourrons patiemment, dans tous ces domaines, en les menant de front, ensemble, que eh bien, ça finira par infuser, que ça va se diffuser, et que, si c'est possible, eh bien, ce rebond civilisationnel interviendra, et que nous échapperons à la barbarie. Ils sont en bout de course, comme je le disais tout à l'heure, donc ça, c'est quand même aussi patience, mais on voit quand même qu'il y a un bout du tunnel, et on le voit. Et puis surtout, s'ils gagnent, ben, ça sera la barbarie qui va s'installer, pour nous, et pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc il ne faut pas qu'ils gagnent. Dernier trésor, la miséricorde. La miséricorde, ça veut dire qu'il faut leur rappeler à ces gens-là, hein, comme à nous, mais je pense que ça ne pose pas de problème dans notre cas, puisque si on en est là et qu'on a fait tout ce chemin, c'est qu'on a douté de plein de choses avant, eh bien, qu'il faut les amener à douter dans leur tête. Donc à leur dire, mais n'oublie pas que tu as toujours le doute au fond de ton cœur, comme disent les jésuites. Et aussi être toujours prêt à les accueillir. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, eh bien, s'ils se sont trompés dans cette idéologie, il faut dire aussi avec le rouleau compresseur médiatique dans tous les domaines, c'est quand même très difficile d'échapper à cette propagande permanente. C'est sur des dizaines et des dizaines d'années. C'est impossible quasiment, hein. C'est totalement impossible, enfin, c'est très fort. Donc il faut être prêt à les accueillir en disant, voilà, vous pouvez revenir et nous vous montrons les voies de la rédemption, hein, par la spiritualité, par la politique, par la sentimentalité aussi, par l'idéologie. Voilà, les voies de la rédemption, et de se dire, bah oui, on vous donne une voie, on vous donne une perspective, vous dire, bah oui, je me suis trompé, je pensais à ça, et puis, en fait, on voit bien que les effets ne sont pas bons, donc il faut être prêt à accueillir, et parce que nous sommes l'espoir. C'est quoi leur espoir? L'espoir, c'est de construire une Europe costaud qui va casser la gueule aux autres, qui va s'affronter avec la Russie, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, avec la Chine, avec les Africains, etc. Nous sommes l'espoir. Et notre espoir, c'est un passage d'un progressisme quantitatif, de la quantité, du nombre d'objets, où il faut toujours plus d'objets, au qualitatif. C'est ça. Tout le changement qu'il y a derrière l'espoir, c'est de changer d'un matérialisme historique basé sur la quantité, sur le nombre d'objets que vous allez avoir, sur la qualité des objets, mais aussi des relations, et la qualité humaine. C'est ça le progressisme. C'est ça tout le sens d'une perspective de la 6ème République. C'est ce passage du matérialisme historique, donc on reste dans le matérialisme quantitatif à qualitatif. Tout est là. Et donc nous sommes le bien. Nous sommes la condition pour que notre vouloir vivre, notre volonté de vivre, puisse durer. Nous sommes les durables. C'est nous les vrais durables. Eux, ils épuisent toutes les ressources, ils détruisent tout, les sociétés, la planète, les animaux, tout. Ils détruisent tout. Ils ne sont pas durables. Nous sommes les durables. Parce que justement, on ne fait pas du toujours plus, on fait du toujours mieux. Mais faisable. Voilà, c'est ça, accueillir les gens en leur montrant cette voie et les voies de la rédemption, en leur pardonnant quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, ne nous y trompons pas,
Ils sont en bout de course, ça veut dire qu'ils sont acculés aussi. Hein. Parce que, quelque part, si vous regardez, ils n'ont plus d'opposition. Des gens comme Macron, ils ont à la fois aucune opposition, ils sont très puissants, extrêmement puissants, mais en même temps, ils n'arrivent plus à gérer leur système. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Et quelqu'un qui est acculé, qui est dans un coin, qui n'a pas d'autre solution, il peut faire n'importe quoi. Donc ça, ils peuvent être dangereux, vraiment très dangereux. Enfin, moi, je pense, je suis très content qu'Hillary Clinton n'ait pas été élue, c'était en 2000, je ne sais plus combien. Ça aurait pu être vraiment très dangereux en termes de guerre nucléaire à l'époque. Elle était prête à utiliser l'arme nucléaire en Syrie. Hein. Donc, vous voyez, ils sont dans un tunnel un petit peu là. Et donc, il y a un combat à mort avec le néolibéralisme quand même, hein, et c'est vraiment ça qui est en jeu. Donc ne nous y trompons pas, le niveau d'affrontement, il est au plus élevé. On ne peut pas être à un niveau d'affrontement plus élevé. Je finirai cette présentation un peu longue, certes, mais je pense qu'elle est importante malgré tout, puisqu'on a des solutions. Par une autre citation de Lao Tse, et c'est ce que j'ai essayé de faire, j'espère y être parvenu, mais c'est un travail quotidien qu'il faut faire et je vous invite à le faire. Le meilleur général pénètre l'esprit de son ennemi. Il incarne la vertu de la non-compétition. Non qu'ils n'aiment rivaliser, mais ils le font dans l'esprit du jeu. En cela, ils sont comme des enfants et en harmonie avec le Tao. Et oui, mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire que nous, on voit la barbarie, mais il faut être optimiste. C'est un espoir. Nous avons un espoir devant nous. Et, on va dire que c'est un jeu d'enfant, mais oui, il faut que ça soit aussi quelque chose qui soit enthousiasmant, qui nous dise, mais voilà, on trace une voie qui donne à espérer. Et ça, c'est important. C'est très important. Voilà, j'en ai fini pour cette longue présentation. Je vous invite donc à donner vos réactions sur le site, et si vous avez d'autres idées, évidemment, à m'en faire part, et à visionner la vidéo de Charles Gave et de Mathieu Bock-Roger. Bock-Côté. Nous allons finir par un hommage à des victimes des barbaries. 21 février, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Pau. Un chef de service, père de famille de 46 ans, est mort après une agression par 13 coups de couteau. L'auteur est un migrant soudanais de ce centre, ayant été débouté du droit d'asile. Cette semaine, 2 enfants de 13 et 14 ans, une fille et un garçon, sont morts dans l'Essonne, tués, assassinés par arme blanche. Il apparaît que ce sont des rivalités de bandes ou de gangs qui soient à l'origine de ces 2 agressions mortelles. On notera, et ça fait malheureusement un lien aussi avec ce qu'on disait précédemment, avec une partie de négation du réel, c'est que les noms de ces victimes n'ont pas été rendus publics. C'est les tuer une deuxième fois. Enfin, pour moi, c'est les tuer une deuxième fois. On ne sait pas qui c'est. Ils n'existent pas. Ils n'ont pas de nom. Voilà le système dans lequel on est. L'idéologie. Voilà, bon, on va finir un peu plus gaiement. Donc, vive la première démocratie, vive la 6e République, vive la France. Passez à l'initiative. Il y a la consultation sur le plan d'urgence, participez-y. Voici, il y a l'adresse. Vous allez simplement sur le site, il y a le lien, il est directement sur la première page. Inscrivez-vous sur le site Impé6R. Diffusez
le manifeste émergence, diffusez les mini-cartes. Soyez un citoyen volontaire. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir.